Vous connaissez l'histoire de Lancelot. Il a un surnom, Lancelot. Il s'appelle le chevalier à la charrette. Voilà. Pas terrible comme surnom, hein. C'est pas très d'amour. Pourquoi? Lancelot est le chevalier de l'homme lige du roi Arthur. Le roi Arthur a une femme qu'il n'aime pas, Guenièvre, qui se fait enlever par des méchants salopards dirigés par le prince Bordeaux. Comme il n'aime pas sa femme, il n'a pas envie de faire quelque chose pour la récupérer. Mais il faut quand même qu'il fasse semblant de se bouger, il est quand même le roi. Donc il envoie Lancelot se faire tuer à sa place. Lancelot aime la reine en secret. Mais comme il est timide, il n'a pas dit. Parce que la première qualité pour un chevalier au Moyen-Âge, c'est d'être timide. Les femmes en ont marre qu'on leur tape dessus, c'est elle qui décide. Donc il part, il ne sait pas où aller. Il croise dans la forêt de Brocéliande un nain qui conduit une charrette. C'est une charrette où il y a une cage dessus. Dans la cage, il y a des condamnés à mort. C'est la charrette qui va de la ville de la prison à la ville du lieu d'exécution. Il demande au nain, nain, peux-tu me dire où se trouve la reine Guenièvre? Et le nain lui fait cette proposition bizarre. Il dit, oui, tu montes dans la cage avec les prisonniers, je te raconte, je n'ai pas de temps à perdre, je te raconterai en route. Et Lancelot lui dit, mais tu m'as regardé, tu sais qui je suis? Je suis connu, moi, je ne monte pas n'importe qui. Alors le nain lui dit, tu montes pas, je te raconte pas. Il hésite, il négocie, pas question. Finalement, il monte avec les criminels dans la cage et le nain lui raconte où il pourra trouver la reine Guenièvre. Il y va, il tue tout le monde en duel, c'est pas un assassin. Il provoque les géants qui ont enlevé la reine en duel, il va le tuer facilement sans être blessé. Il sait que la reine le regarde du haut de sa tour, de sa petite fenêtre. Il dit, mais si je ne saigne pas, elle ne saura pas que je l'aime. Donc il se fait blesser exprès, il risque sa vie par amour pour elle. Il tue quand même le géant, il délivre la reine, qui lui fait la gueule dès qu'elle le voit. Mesdames, d'où votre réputation d'ingratitude. Comme il est timide, il n'ose pas lui demander pourquoi. Il la raccompagne au château de Camelot, la cour du roi Arthur, et il craque quand le pont lui s'abaisse. Il me dit, ma reine, pourquoi tu causes pas? On m'a rapporté que tu avais hésité à monter dans la cage des condamnés. Tu avais eu honte. Il paraît que tu m'aimes. Si tu m'aimais vraiment, tu saurais qu'il n'y a pas de honte à aimer, on peut tout faire par amour. Waouh! Ça n'a pas pris une ride. C'est la science-fiction du Moyen-Âge. C'est grandiose. L'amour existe, le bonheur existe. Et ça n'a pas changé. Les gens ont toujours aimé de la même manière, mine de rien. Et là, ça emmerde beaucoup de gens qu'on dise ça. Mais le vampire, qu'est-ce qui peut faire peur au vampire? Alors le croix, l'ail, tout ça, c'est des repoussoirs. Parce que si on donne des armes contre le vampire, c'est que le vampire fait peur. Mais au contraire, si vous avez des armes contre le vampire, pourquoi auriez-vous peur du vampire? Qu'est-ce que vous voulez faire contre le Seigneur qui vous exploite? Rien. Qu'est-ce que vous voulez faire contre le prêtre qui vous terrorise? Rien. Le vampire, vous avez des armes. Pourquoi auriez-vous peur de lui? Puisque vous pouvez le tuer. C'est pour ça qu'il a cette dose d'immortalité. Mais il n'est pas immortel. Il est très humain, le vampire, puisque c'est forcément quelqu'un de votre propre sang, de rien. Il y avait des barassins à Paris. J'ai des textes. Quelle est la preuve d'amour qu'on puisse donner à quelqu'un? La plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner, d'après les textes religieux, c'est donner son sang à boire à ses enfants. Le père Bataille a écrit ça dans le guide de la jeune fille de la communion. C'était dans tous les collèges catholiques français en 1846. Mademoiselle, votre mère vous a jamais donné son sang à boire. Donc votre mère vous aime pas. Dieu, tous les dimanches à la messe, vous donne son sang à boire. Donc il vous aime. C'est une approche sectaire, ça. J'ai les textes. Alors on me dit, ah oui, c'est des textes pas connus. Je dis, ça ne fait rien pour écrire un texte pour les enfants. Il faut l'accord du Vatican. C'est la position officielle de l'Église. La seule preuve d'amour qu'on puisse donner à ses enfants, c'est de lui donner le sang à boire. Et n'oubliez pas que la société civile se calque à partir du Moyen-Âge sur Rome, l'Église catholique. Il y a à partir du XVIIIe siècle des livres qui étaient publiés tous les 4-5 ans parce qu'il y avait des éditions. Ça s'appelle La morale en action. Anecdote édifiante pour la jeunesse. Preuve d'amour. La seule preuve d'amour qu'un homme puisse donner à ses enfants, c'est de vendre son sang. Au Moyen-Âge, à Paris, il y avait des bars à sang. On ne dit pas à quoi ça sert. Il y avait des endroits où vous pouviez vendre votre sang. Ça ne servait pas pour des transfusions sanguines, ça n'existait pas. On achetait du sang pour les donner à boire à d'autres. La seule preuve d'amour qu'on puisse donner, c'est son sang. L'échange de sang rend l'amour immortel. C'est grandiose, ça, mine de rien. Parce que mine de rien, boire du sang, je dis, c'est plus facile à trouver. On buvait quoi au Moyen-Âge? De l'eau. Les porteurs d'eau vendaient l'eau de la Seine. Vous savez ce qu'on faisait dans la Seine? On jetait des cadavres, des pots de chambre et tout. Les gens crevaient au bout de 3 jours. Dans l'Angleterre de Jack l'Éventreur, à Whitechapel, on buvait l'eau de la Tamise, il n'y a pas de robinet à Whitechapel. On crevait au bout de 3 jours. Et je pense que c'est ça qui a motivé, par exemple, Stoker quand il a écrit Dracula. Il a commencé à écrire Dracula à l'époque des meurtres de Jack l'Éventreur. J'ai réussi à le prouver, c'est devient officiel ça maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur internet la tête des
Chaque éventreur, un éventreur ou une éventreuse, on ne sait pas exactement, a tué 5 prostituées qui étaient âgées en moyenne de 45 à 48 ans. Vous voyez les photos prises après les meurtres, on aurait dit qu'elles avaient au moins 90 ans. Pourquoi? Elles étaient toutes fortement alcoolisées, alcooliques. Vous buvez l'alcool, ça vous vieillit. Vous buvez de l'eau, vous crevez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous buvez du sang pour rester en vie. Je veux dire, c'était une adéquation. C'est presque l'équation. Et ça a dû frapper Bram Stoker qui a décidé d'en faire un vampire. Pendant les sièges, on buvait du sang. Sur un champ de bataille, vous avez 40 000 soldats, l'eau croupie au bout de 15 jours dans un tonneau. Vous avez 30 000 chevaux. Un homme en arme a besoin de 5 litres de liquide par jour. Un cheval a besoin de 15 litres. Vous buvez quoi? Vous tuez le cheval, vous buvez le sang. Vous tuez l'ennemi, vous buvez le sang. Dans la marine européenne jusqu'au XVIIIe siècle, on buvait le sang des marins qu'on venait de tuer. Le sang, c'est la vie. On n'aime pas parler de ça. Il y a une journaliste que j'aime pas qui s'appelle Claudia Baran, qui travaille pour Madame Figaro, qui a écrit il y a quelques années un bouquin sur les. Vous avez entendu parler des enfants soldats de la Sierra Leone, des enfants qu'on oblige à se battre à partir de l'âge de 10 ans. Comment est-ce qu'on oblige un gamin à se battre contre un adulte? Ben, vous l'empêchez de bouffer pendant 3 jours, il dit tu n'as bouffé les là. On les nourrit exclusivement avec du sang. Voilà. C'est des faux vampires, ça. Le vrai vampire, il n'a rien pour faire peur. Et je vous dis, les gens sont suffisamment effrayés dans la journée, quand ils rentrent chez eux le soir, ils ne sont pas masos, ils ne vont pas s'inventer l'histoire qui leur font encore plus peur. Ils inventent des légendes pour les rassurer. Les légendes, c'est ça. C'est ce que les gens veulent et ce qu'ils ne veulent pas. C'est pour ça que la seule histoire pour moi, c'est les légendes, parce que ce n'est pas trafiqué, mine de rien. Et les plus belles légendes sont toutes des histoires d'amour. Vous connaissez la collection des contes et légendes chez Fernand Nathan? Donc on part en avant comme prix, ça. Je les ai tous lus. Et je vous conseille les contes et légendes de Roumanie, il n'y a pas une seule légende de vampire. Alors je me dis, c'est pas important. Je dis non, au contraire, c'est tellement important. Motus et bouche cousue. Et une autre preuve. Je vous conseille de lire l'histoire des dogmes catholiques du père Martin de Noirlieu. Impossible à trouver d'ailleurs, mais bon. Aumônier de Polytechnique. Il a écrit un livre extraordinaire sur les dogmes. Du 1er au 8e siècle, on ne parle pas de l'Eucharistie. C'est un secret pour initier. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas aux initiés de ce qu'il y a dans l'hostie, le sang de Jésus-Christ? Parce qu'on n'a pas envie qu'on nous accuse d'être des vampires. Parce que les premiers chrétiens ont été brûlés pour vampirisme à Carthage en 197. Bon, ce n'est pas le terme qu'on utilisait. J'ai trouvé les minutes du procès, que l'avocat Tertullien, qui est un des pères de l'Église, a regardé. On accusait les chrétiens de s'abreuver du sang de bébé. Parce que les païens ne croyaient pas qu'il y avait le sang de Jésus-Christ dans l'hostie. Donc ils pensaient qu'on mettait du sang de bébé à la place. Et mesdames, quand on voulait brûler une sorcière au Moyen-Âge, quelle était la première accusation qu'on lançait contre la sorcière? Le vampirisme. Les sorcières buvaient le sang de bébé. Pourquoi? Pas parce qu'on croyait que c'était vrai. L'Inquisition n'a jamais cru que les femmes allaient au sabbat sur un balai. Un autre texte que je vous conseille de lire, c'est les Discours exécrables des sorciers d'Henri Boguet, 1603, le dernier grand ouvrage de démonologie écrit par un Français. 17e siècle, c'est le début du siècle des Lumières. Il y a les mêmes conneries qu'au 15e. Ça n'a pas changé. Madame, je vais vous accuser, je vais vous emmener en prison. Si vous volez une pomme, il faut que je le prouve. La plupart des inquisiteurs sont des juges. Henri Boguet est un juge, bac plus 8, universitaire, diplômé de la Sorbonne. J'ai envie d'arrêter une femme, j'ai envie de la torturer, je n'ai pas de preuves. Il reconnaît qu'il faut des preuves. Sauf quand le crime est tellement horrible. Dispense de preuves. Plus le crime est horrible, moins on a besoin de preuves. Les Allemands s'en servaient pendant la guerre pour accuser les Juifs. Si je vous accuse de voler une pomme, il faut une preuve. Je vous accuse d'aller au sabbat sur un balai. Pas besoin de preuve. Le pire des crimes, c'est le meurtre d'un enfant. D'abord, il n'est pas là pour témoigner. Et plus la victime est innocente, moins on a besoin de preuves, plus on peut se montrer dur avec le coupable. On n'a jamais cru, mesdames, que vous alliez au sabbat sur un balai. On avait besoin d'un prétexte joli, on l'a inventé. C'est quoi cette police privée, l'Inquisition, qui a torturé et fait brûler pendant une période de 4 siècles 1,5 million de femmes en sachant qu'elles n'avaient rien fait? C'est le premier des génocides, avant l'Holocauste. On en parlait à l'école, c'est quoi la place de la chasse aux sorciers dans l'histoire du Moyen-Âge? Rien, parce qu'il faut choisir. Soit on parle des cathédrales de la religion, soit on parle de ça. Si on parle de ça, les cathédrales, elles pâlissent derrière ça. Comme a dit Edgar Morin, grandiose anthropologue, l'histoire de la culture se convoit avec celle de la barbarie. C'est un scandale permanent qui ignore les chantres douceâtres des grandes civilisations. On a commencé à faire les grandes cathédrales à l'époque gothique, 12e siècle, ça coïncidait avec la montée de l'Inquisition. Plus la cathédrale est grande, plus on peut cacher les saloperies qui sont derrière. Plus on fait une diversion. Et les Moyen-Âge, on a fait des trucs ignobles. On l'a fait exprès.
On aurait pu être heureux. C'est l'homme qui a rendu les gens malheureux. Mesdames, savez-vous qu'on a inventé la balançoire pour empêcher de vous suicider? Thèse italienne sur la peine de mort de l'Antiquité. Chez les Grecs, 8 siècles avant Jésus-Christ, il y a une vague de suicides incommensurable chez les jeunes filles à partir de l'âge de 15 ans. Des milliers de jeunes filles se suicident. Pourquoi? Chez les Grecs, chez les Romains et dans l'Antiquité en général, le viol est considéré comme un crime. Il ne faut pas oublier que chez les Grecs et les Romains, il n'y a pas de police, il n'y a qu'une police politique. La police est là pour arrêter les conspirateurs. Si vous êtes victime d'un vol ou d'une attaque à main armée, ça vous trouve le coupable. Vous l'emmenez en justice, il est condamné, et s'il est condamné à la prison, ben vous le gardez chez vous. Il n'y a pas de prison, sauf prison politique. Donc le viol est un crime. Problème, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a arrêté le viol, si on arrête, pour effacer, pour nettoyer l'honneur de la famille? On demande à la victime de se tuer. Comme ça, l'honneur est sauf. Si elle refuse, le père la tue. Donc les jeunes filles grecques qui sont extrêmement intelligentes se disent, mais c'est génial, on va se tuer tout de suite, comme ça on évite la double peine. Qu'est-ce qu'on répond à une jeune fille qui vous sort ça? C'est imparable comme argument. Donc les jeunes filles se suicident. Les Grecs, au bout de quelques mois, se rendent compte que les gonzesses, c'est quand même utile, ça fait la cuisine, ça fait les enfants, il faut en garder quelques-unes en vie. Donc ils vont voir l'oracle de Delphes, qui leur dit, bah, c'est facile, vous prenez un bout de bois, vous faites 2 trous dedans, vous mettez une corde, et vous balancez tout au-dessus d'une branche d'arbre. Vous simulez le mouvement de la pendaison, elles auront l'impression de mourir, vous les garderez en vie. Donc de temps en temps, quand elles sont trop tristes, vous les mettez sur une balançoire. Ça, c'est la connerie masculine, mesdames. Savez-vous qu'à crime égal, jusqu'au XVe siècle, un homme est pendu, une femme est enterrée vivante. Jean-Marie, tu voles une pomme, t'es pendu. Madame, vous volez une pomme, vous êtes enterrée vivante. Ça fait mal d'être enterré vivant, il n'y a pas pire comme mort. Vous savez pourquoi? Les sous-vêtements féminins ont été inventés à la fin du XVIe siècle. Donc les femmes sont nues sous leur jupe. Et comme on les prend à 3 mètres du sol, il n'est pas question que les hommes se rincent quand une femme est pendue. Donc pour éviter que les hommes soient des cochons, on enterre la femme vivante. C'est tellement bête que ça paraît incroyable. Il faut lire l'histoire des Françaises d'Alain de Cour en quelques livres, c'est vrai. On vous a fait la vie dure exprès. L'histoire du monde, pour moi, ça résume au mal que les gens se sont fait entre eux, surtout les hommes ont fait aux femmes, et pour ça, je vous en pardon, mesdames. La vie pourrait être meilleure. Les conflits, les fléaux inéluctables, j'y crois pas spécialement. La famine a été organisée. J'ai le prix du dîner que le cardinal de Chichonas a offert au pape Clément V, celui qui a fait brûler les Templiers, mine de rien, quand il est venu en Avignon. Ça ferait l'équivalent de 2 millions d'euros d'aujourd'hui pour un dîner. 2000 chevaliers qui l'accompagnent, 4000 pièces d'or à chaque chevalier, 200 pièces d'or pour les domestiques, 37 services avec 3 couverts par service. On a détruit une partie de la ville d'Avignon pour remplacer les fontaines à eau par des fontaines à eau. Par contre, comme il fallait plaire quand même aux pauvres, on a enterré quelques sous à 3 mètres sous sol pour qu'ils grattent avec les ongles, parce que l'argent, ça se mérite. Ah. La famine était souvent organisée pour faire monter le prix du grain d'un village à l'autre. La vie était suffisamment dure, on n'avait pas besoin d'en rajouter. Donc les gens sont réfugiés dans ce qu'ils ont trouvé, ils sont réfugiés dans le vampire, qui donne ce qu'il a. Il donne la vie, je dis c'est grandiose. Voilà. Des questions peut-être maintenant, je ne suis pas plus dans les temps. Des questions? Le vampire fait rire ou il fait peur? Là, j'ai été contacté par l'Express il y a 3 semaines. Monsieur, je fais un article sur les musées pour enfants. Là, je n'avais rien compris. Alors, elle est quand même dit, ah non, je pensais que c'était un truc pour enfants. Bon, c'est pour tout le monde, le vampire. Mais ça fait peur parce que c'est le seul thème qui fait que vous êtes obligé de voir derrière. Ça permet de parler de la saloperie, de la méchanceté des gens. Et là, vous êtes obligé de prendre position, ce que la plupart des historiens n'aiment pas faire. Comme dit Régine Perdou, il y a des critères, on ne peut pas juger. Les gens, dans le passé, vivaient avec des critères différents. Il faut en tenir compte et les respecter, faute de quoi l'historien se transforme en juge. Au Moyen-Âge, ça se faisait de torturer les sorcières, on n'est pas là pour juger. Je dis, pendant la guerre, ça faisait une bonne les juifs, à partir de moment, est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je ne juge pas le passé avec des critères présents. J'ai trouvé dans le passé des gens qui pensaient comme nous. Et il y en a beaucoup. Mais ça, ces textes, on ne les aime pas, généralement. Et le vampire permet d'aborder tous ces thèmes-là. C'est l'art qui cache la forêt. Le vampire en lui-même n'a pas d'intérêt. C'est ce qu'il révèle, c'est ça qui est grandiose. Donc voilà.
Et encore une fois, c'est moi qui vous remercie, vous m'avez inspiré, j'espère. Oui? Qu'est-ce que vous pensez du Dracula de Francis Ford Coppola? Bah, bon, tout le monde l'a vu ici, la plupart des gens l'ont vu. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir intitulé ça le Dracula de Bram Stoker, alors que c'est l'adaptation la moins fidèle qui soit. Dracula, il y a 4 ans, faisait partie du programme d'agrégation d'anglais. Pour la première fois dans l'histoire de l'agrégation, il nous couplait au film. Il fallait faire une comparative des deux. Pourquoi? Parce que ça rassurait les gens. Coppola, Hollywood, c'est ça. C'est loin d'être subversif, avec le bouquin est très subversif. Il n'y a jamais eu d'adaptation fidèle. Pourquoi? Parce que le vampire dans Dracula, le roman, on le voit 3 fois. Au début, un peu au milieu, à la fin. C'est pas un roman sur le vampire, c'est un vampire sur l'image du mal. C'est un prétexte, le vampire. Mais faire un film de vampire où on ne voit pas Dracula, commercialement, serait un suicide. Donc c'est très kitsch, c'est bien, comme les films gothiques des années... Mais je préfère les Hammer films. Il fait partie de la collection de la médiathèque, je vous conseille, il y a des films à l'extérieur. Une messe pour Dracula, de Peter Sasdy. Ça fait partie des 7 films que Christopher Lee a interprétés pour la Hammer film où il joue le rôle de Dracula, et c'est le meilleur. C'est le seul film où le vampire est moins pire que les humains. C'est l'histoire de 3 types qui jouent des pères de la vertu, qui passent leur temps à martyriser leur famille, soi-disant ils aident des pauvres, il faut que les familles aillent à la messe. Et le mardi soir, soi-disant au prétexte d'aller aider les pauvres à Londres, ils vont dans les bordels, etc. Ils écrivent la nuit. Ils vont ressusciter le vampire au cours d'une messe noire parce qu'ils ont besoin de sensations. Et Dracula allait les punir pour ça. Et c'est le seul film de la série où il est plutôt humain. Je vous recommande les Dracula de la Hammer film. Bon, vous avez vu certainement. Et il y a un film bon, qui est presque impossible à trouver. Il est sorti en 1968, c'est un film allemand de Hans Geisendorfer qui s'appelle Jonathan, les vampires ne meurent jamais. C'est une parabole sur la montée du nazisme. L'Allemagne est dirigée par une secte de vampires au XIXe siècle. Les étudiants se révoltent pour débarrasser l'Allemagne des vampires. Musique de Vivaldi, c'est grandiose. Le film a disparu quand il est sorti. Pendant 20 ans, personne n'a jamais entendu parler de ce film, même pas sur Internet. Il est sorti il y a 2 ans chez un petit distributeur allemand, sans sous-titres, sans doublage. Parce que c'est un film extrêmement subversif. Jonathan de Geisendorfer. Et si vous venez un jour au musée, à Paris, vous avez une clé USB, je vous prie. Jonathan, comme Jonathan Harker. C'est tout. Vampire sterben nie, les vampires ne meurent jamais, de Geisendorfer. Et il y a eu Morse, ce film quand même. Sur le Gaiman, c'est ça le vrai film de vampire. C'était pas Twilight, il sortait en même temps. Vous l'avez vu, Morse? Le petit garçon qui est marqué dans sa classe, qui est une femme vampire, une jeune fille qui prend en défense. C'est sorti en même temps que Twilight. Ça n'a pas eu de succès, mais c'est quand même grandiose. Voilà. Donc j'ai une collection de plus de 900 films de vampires, c'est la collection la plus complète au monde. Il y a quoi? Il y a 40 films intéressants. Il y a beaucoup de navets, mais il y a 40 chaleurs absolues dans. Voilà. D'autres questions? Non. En espérant que vous avez donné envie d'en savoir un peu plus, monsieur? Oui? Non? Oui? Qu'est-ce que vous pensez de cet engouement comme ça Bah, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont fans? Bon, la Beat-It, là j'ai signé un contrat avec Flammarion. La Beat-It, c'est un public presque exclusivement féminin. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, et heureusement les meilleurs je trouve c'est plutôt chez Flammarion, la Beat Twilight. Qu'est-ce que je reproche à Twilight? C'est pas un vampire d'abord. Tout le monde est gentil, c'est très droite américaine, c'est très politique. Et ça donne pas envie aux gens d'en savoir plus. Les gens disent c'est génial la politique, vous devez avoir des milliers de gens qui l'ont mis, je dis non, ça s'arrête là. Ils ne cherchent pas à savoir ce qu'il y a derrière. Alors logiquement, le vampire romantique, j'y crois. Mais l'origine de l'amour, ça permet de dire c'est grandiose, ça, l'amour à travers. À l'école, on dirait que ça fait peur ce sujet-là. On n'en parle jamais de ça. Romulus et Rémus sont nés d'une jeune fille, une prêtresse, qui a épousé en secret un homme, qui a donné naissance à 2 enfants. Elle était intelligente pour ça. Elle s'est échappée de naissance. Rome est née d'une histoire d'amour d'une femme qui a préféré risquer sa vie pour vivre la vie qu'elle voulait vivre plutôt que la vie qu'on voulait lui imposer. Sans Rome, sans les amours, il n'y aurait pas Rome. Mine de rien, c'est quand même ce qui intéresse les gens. C'est ce dont on parle le moins. Mine de rien. Pourquoi? C'est subversif. Parce que l'amour, ça fait perdre la tête. Donc je vous conseille l'imitation de Jésus-Christ. Le combat spirituel de Laurence Coppoli, c'est presque impossible à trouver. Et le disco exécrable des sorciers d'Henri Boguet, que vous ne trouverez que dans des éditions rares. Pourquoi? C'est la preuve qu'on peut être bac plus 8 étonnamment abouti.
Je veux dire, c'est ça qui gêne l'universitaire. S'il n'y a pas de morale, ça ne sert à pas d'aller à l'école si on est quelqu'un de méchant. Et la plupart des DSF, c'est des diplômés de philosophie. Mine de rien, il faut trouver une solution. L'école, c'est l'argument maintenant, si les jeunes des banlieues allaient à l'école, ils ne prenaient pas de voiture le samedi soir. Ben non, ils iraient à l'école, ils viennent d'un banquier depuis qu'elle en ça serait pas mieux. Les légendes, ça permet d'améliorer l'homme. C'est pas des condamnations physiques, les légendes, c'est quand même qui s'appelle toujours. Une dernière anecdote. Il y a 1 an, j'emmène 27 jeunes au cimetière du Père-Lachaise. Je croyais qu'ils auraient entre 12 et 17 ans, c'est ce que je demande aux écoles. Ils avaient entre 6 et 10 ans. Je ne voulais pas leur faire peur, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais leur raconter, parce qu'il y a une histoire, bon, il y a aussi des Père-Lachaise, il se passe des trucs bizarres, mais je leur dis que non, il m'arrête de trouver des lettres d'amour sur les tombes. Je ne leur parle pas des lettres d'insultes, ou des lettres de malédiction, il y en a. Et je leur dis, aujourd'hui on a peut-être la chance de trouver une lettre d'amour. On se balade sur une tombe, une vieille tombe où une dame est enterrée depuis un siècle, et une grosse enveloppe sous une pierre. Alors je dis aux enfants, on va voter, parce qu'il ne faut pas, c'est pas une décision qu'on prend facilement, ça. Est-ce qu'on lit, on ouvre l'enveloppe? Les enfants me disent, oui, on ouvre. Alors j'ouvre l'enveloppe, et je tombe sur une feuille blanche, parce que ça fait plusieurs semaines que l'enveloppe est là, et la pluie est toute effacée. J'ai un petit bout de chou, une de 7-8 ans d'accès, il me dit, non monsieur, c'est pas ça. C'est un monsieur, il donne une page blanche à la dame, il veut savoir s'il aime toujours après un siècle. Wow. J'ai eu ça pendant 4 heures. Un gamin qui tombe amoureux d'une princesse russe, la princesse de Goya. Il dit, comment je peux lui dire? Tu lui écris une lettre, ton monde s'est mis à écrire des lettres d'amour. Les gens ont soif de ça. On leur donne l'occasion de rêver. Mais alors le rêve, paraît-il, c'est comme un ancien président qui a dit, la France ne pourra pas subvenir longtemps aux besoins des gens qui veulent nourrir leur esprit. Un président qui n'a pas été reconduit. Bon. Il dit ça, c'est terrifiant comme phrase. C'est le seul critère que j'ai eu, moi, pour juger quelqu'un. Vraiment, nourrir son esprit, son cœur, c'est ce qui fait qu'on reste en vie. Ce qui fait que vous êtes là, qu'on échange, c'est ça. Qu'on n'est pas des machines, je veux dire. En gros, c'est quand même important, ça. Donc voilà. Et je vous remercie encore une fois d'être là. Merci. Merci à vous. Et je remercie la bibliothèque qui m'aura invité. Vous nous aviez parlé de quelque chose avec la bougie. Ah! Vous avez entendu parler du rituel de Victor Noir au cimetière du Père-Lachaise? C'est une des tombes les plus visitées pour des raisons un peu étranges. Victor Noir est un journaliste assassiné par le Pierre Napoléon, le cousin de Napoléon III, au cours d'un faux duel. Victor Hugo, c'est un ami, a pris ça comme prétexte pour faire une grande lutte contre l'empereur. Il a fait appel à Dalou, le plus grand marbrier funéraire du XIe siècle. Il lui a dit, tu fais un tombeau sublime. Et on voit Victor Noir allongé, le chapeau à la main, ce qui prouve bien qu'il est assassiné, parce qu'on ne se battait pas en duel en chapeau à l'époque. Et, je trouve pour mademoiselle, quand l'homme meurt, il a une réaction physique assez étonnante. Mais les dames à l'époque ne le savaient pas, ça. Ils pensaient que c'était une allusion à sa vie amoureuse. Et depuis 1870, les femmes qui veulent un enfant viennent prier et caresser le mort sur sa tombe. Bertrand Delanoë, le maire de Paris, avait honte pour la France que les femmes puissent s'abaisser à faire ça. Il a fait mettre des barrières il y a 8 ans. Devant le ridicule de la situation, il a dû enlever les barrières. Moi, j'ai vu des jeunes femmes pleurer en embrassant le mort, j'ai vu des femmes pleurer en lui offrant des roses, j'ai vu une femme remercier le mort parce qu'elle est tombée enceinte. Je fais là, une femme qui vient remercier le mort parce qu'elle pense qu'il a dû tomber enceinte, je trouve ça sublime. C'est comme une jeune fille qui vient remercier Balzac, j'ai trouvé un mot. Honoré, grâce à toi au Père Goriot, j'ai dit au bac, je t'aime, merci. Je suis pas trop jambon, je suis une fille comme ça. Il faut de l'imagination, il faut du cœur, il faut de la loyauté pour faire ça. Par contre, mesdames, vous êtes plus romantiques et sentimentales qu'au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, quand une femme voulait un enfant, c'est vrai, elle allait dans un cimetière, mais il fallait que ce soit un mort de fraîche date, pas plus de 5 jours, parce que l'âme du mort, ça va au bout de 5 jours. Là, ça fait un siècle et demi qu'il est mort. On n'aurait pas osé faire ça au Moyen-Âge. Donc, faites des choses, on n'a pas changé, tout le monde va être heureux. Mais quand on apporte la preuve de ça, ça gêne beaucoup de gens. Donc, vivement des rituels sur le tombeau de Victor Noir. Et la bougie. Donc, au cimetière, vous trouverez la cire blanche fondue un peu partout. La cire blanche protège des vampires. Fondue. Donc vous trouvez des coins où les gens ont l'impression que des vampires ont été enterrés au Père-Lachaise, les catholiques se mettent de la cire blanche. Donc ils croient que c'est efficace. Et vous avez des gens derrière qui viennent, qui grattent parce qu'ils veulent que les vampires puissent s'en sortir. Et j'ai trouvé un coin où il y avait de la cire blanche. J'ai failli gratter pour garder la souvenir au musée, c'était pas des cire blanches, c'était du latex. Pourquoi mettre du latex? C'est pour faire croire aux chrétiens que c'est de la cire blanche qui sont protégés alors qu'ils ne le sont pas. Il y a 2 groupes de gens qui se baladent au Père-Lachaise la nuit avec ça. Je trouve ça sublime. Donc on y croit encore et fort heureusement. Voilà.